Dorotabo était un enfant abandonné et laid, travaillant comme esclave à la campagne jusqu'à ce qu'il réveille ses pouvoirs de dieu-démon, scellé, et décide de chercher ses parents. Cependant, avant cela, quelques enfants bavardent avec excitation à propos du nouveau détective chic venant de Tokyo. Un enfant dit à Yatero que le détective Kige pourrait même venir engager Yatero puisqu'il est si intelligent et riche. Mais Yatero se contente de rire de cela. Les enfants demandent à Yatero s'ils peuvent revenir plus tard pour voir le détective. Si humble, il le permet terriblement. Il se tourne ensuite vers les champs et appelle un autre enfant nommé Dorotabo qui ne peut pas venir, ce à quoi il acquiesce. Le détective, déjà si populaire, nommé Inugami, se retrouve bloqué sur la route à cause d'un pneu crevé. L'hôtesse de Kanoko, In, le prend en route. Il lui dit que les cadavres d'animaux ont commencé à apparaître et que d'autres animaux ont également commencé à disparaître. Elle ajoute ensuite qu'on n'a encore rien dit aux enfants car elle ne voulait pas qu'ils aient peur en arrivant à l'auberge. Et Yugami remarque Dorotabo travaillant dans le champ. Il l'appelle mais Dorotabo se contente de lui faire une révérence en réponse et retourne à son travail. Travailler. Inugami demande à l'hôtesse des nouvelles de Dorotabo, mais elle lui dit qu'elle partagera les détails plus tard. Plus tard, Inugami prend un bain dans les sources chaudes lorsque Yatero vient le voir. Il lave le dos d'Inugami, puis commence à parler de ses ambitions et de son désir d'aller en ville quand il sera grand. Inugami s'enquiert à nouveau de Dorotabo et Yatero partage que Dorotabo est couverte de fumier et de terre en travaillant dans les champs, c'est pourquoi il est appelé Dorotabo, et il sent horrible. Plus tard, dans Yugami, il demande à l'hôtesse s'il peut avoir Dorotabo au lieu de Yutero comme aide. Mais ce Dorotabo est devenu l'aide de Yugami. Il prend un bain, puis va servir le petit déjeuner à un Yugami. Il se présente et demande ensuite à Dorotaba s'il a vu quelque chose d'étrange dans les champs. Dorotaba répond qu'il partagera les détails plus tard car il ne veut pas gâcher le repas d'un Yugami à cause de son odeur. Le Nugami se moque de cela en commentant qu'il vivait autrefois dans une maison d'hommes où tout le monde sentait mauvais. Dorotabo partage ensuite les détails selon lesquels 6 animaux sont morts jusqu'à présent, avec leurs organes complètement mâchés, et qu'il doit toujours se débarrasser des animaux après la nouvelle lune. Donc il y a une possibilité que quelque chose se produise également lors de la prochaine nouvelle lune. Le Nugami décide alors d'attendre la prochaine nouvelle lune. Pendant ce temps, Inugami commence à travailler avec Dorotabo et l'aide dans tout son travail. L'hôtesse est choquée par cela et les enfants se demandent pourquoi Inugami ferait une telle chose. Un jour, Inugami demande à Dorotabo à propos de la pierre qu'il porte autour du cou, et le solitaire Dorotabo répond que la pierre est avec lui depuis qu'il est bébé. Au moins, quelque chose était avec lui depuis son jeune âge. Dorotabo lui dit qu'il a été abandonné par ses parents, et Inugami lui demande s'il peut jeter un œil à sa pierre. Dorotabo lui tend la pierre, et Inugami remarque que la pierre s'appelle pierre de vie, qui est une pierre précieuse formée uniquement dans des circonstances spéciales. Il explique que la pierre n'est donnée à personne qui serait abandonné et dit à Dorotabo qu'il n'a pas été abandonné. Et Yugami demande alors à Dorotabo s'il aimerait rencontrer ses parents. Et Dorotabo répond qu'il n'est pas sûr, mais qu'il aimerait probablement les rencontrer. Lors de la nuit de la nouvelle lune, Dorotabo attend Yugami et Yatero s'approche de lui. Il commence à jacasser que Dorotabo se met en travers de son chemin et que Il devrait connaître sa place depuis qu'il a été abandonné. Dorotabo répond qu'il n'a pas été abandonné, et Yatero lui arrache sa pierre de vie et sa colère. Soudain, Dorotabo le frappe alors que ses yeux deviennent rouges et que la moitié de son corps se transforme en monstre. Il dit à Yatero de lui donner un coup de main. Il remet sa pierre, ce qui fait que Yatero prend peur et s'enfuit. Dorotabo trouve sa pierre par terre et redevient soudainement normal. Inugami retrouve Dorotabo et il avoue qu'il est le coupable depuis le début. Nukami, étant l'homme le plus imprévisible du monde, se retourne et baisse son pantalon. Il montre à Dorotabo sa queue, puis remonte son pantalon. Il explique qu'il existe des êtres appelés kimono qui se cachent dans l'ombre mais interagissent normalement avec les êtres humains et que Dorotabo est l'enfant d'un humain et d'un démon, son sang appelé couleur. Il se révèle comme une anarchie cuite et que la pierre de Dorotabo retient sa soif et l'empêche d'attaquer les gens. Il dit ensuite à Dorotabo que les animaux ont été attaqués par un autre monstre. Dorotabo dit à Inugami que Yatero est également dehors dans les champs. Pendant ce temps, Yatero s'enfuit à la vitesse de la lumière. Il se souvient que quand il était enfant, il avait tué Dorotabo une fois en le poussant dans un canal. Mais plutôt que du sang, un liquide blanc s'était échappé, et Dorotabo était revenu à la maison pour le déjeuner. Soudain, 2 chiens, comme des monstres, attaquent Yatero. Il est jeté au sol et Inugami, arrivant sur les lieux, tire sur un monstre. Dorotabo bloque le deuxième monstre et Inugami dit à Dorotabo que les Coolers ne peuvent être tués qu'en leur enlevant le cou. En une seconde, Dorotabo décapite le monstre. Il voit un autre monstre qui ressemble à un cerf. Le Nugami tire dessus, mais le monstre esquive la balle et attaque le Nugami. Le Nugami s'enfuit et tire encore et encore sur le monstre. Alors Dorotabo se précipite sur le monstre, en enfonçant sa main dans la bouche du monstre et en lui brisant le cou. Inugami prend le corps inconscient de Yatero et l'emmène à l'auberge. Et Dorotabo fait remarquer qu'il ne peut plus rester dans le village, puisque tous les meurtres seront attribués à lui. Inugami commente qu'il a en fait été engagé par l'hôtesse pour tuer Dorotabo, car elle savait par sa sœur que Dorotabo était un monstre. Inugami demande à Dorotabo son vrai nom, Il dit Kabanei. Inugami lui demande, une fois de plus, s'il aimerait rencontrer ses parents. Kabanei se contente de sourire et demande à Inugami de le tuer. Sur ce, Inugami tire sur lui.
Inugami remet ensuite Yatero à l'hôtesse et l'informe que Kabanei a été tué comme elle l'avait demandé. Kabanei se réveille sur le siège arrière de la voiture d'Inugami et Inugami lui dit que le kimono ne peut pas être tué par une balle. Il commande de manière dramatique que Dorotabo est mort, mais pas Kaobain. Il emmène ensuite Kaobain dans un bar à Tokyo et lui montre son bureau. Il donne à Kaobain des vêtements à porter et lui offre un parfum pour couvrir l'odeur de son kimono. Dans Yugu, Puis il sort et Kaban se change en vêtements neufs. Juste à ce moment-là, 2 enfants entrent dans le bureau et demandent à Kaban qui il est. Finugami présente Kaban à l'enfant aux cheveux lavande nommé Shiki et à celui à la tête bleu vif nommé Akira. Il lui dit qu'ils sont kimonoïstes, que leur travail consiste à s'occuper des cas liés à d'autres kimonos qui pourraient avoir mal tourné ou à effectuer des services funéraires. Il demande ensuite à Kabane s'il aimerait le rejoindre. Lorsqu'il dit aux enfants que Kabane est un ghoul, Akira s'exclame que Kabane est juste comme Shiki, qui est aussi un agneau. Shiki se fâche à cela et demande à Kabane de rendre ses vêtements. Il se précipite ensuite dans sa chambre et annonce que Kabane peut dormir sur le canapé. Excuse pour le comportement de Shiki, et le solitaire Kabane commente qu'Akira est une très jolie fille. Akira commence à pleurer en disant qu'il n'est pas une fille, mais plutôt un garçon, et s'en va dans sa chambre. Plus tard, Shiki mange une pizza et dit à Kabane qu'il ne l'aime pas beaucoup. Comme si ce n'était pas déjà évident. Il lui demande de manger la pizza et Kaban partage qu'il n'a jamais mangé de pizza. Shiki est choqué d'entendre cela, alors il insiste pour que Kaban mange la pizza. Plus tard, Akira dit à Shiki que soit Kaban doit être vraiment fort, soit il n'a nulle part où aller, tout comme eux. Il décide d'enquêter sur cette énigme. Ils mettent une corde dans le couloir et la cabine se prend dans la corde. Il demande ensuite à la cabine ce qu'il a amené ici. Il répond qu'il ne peut plus vivre dans sa maison, ce à quoi Shiki commence à pleurer de manière pathétique en disant que ses parents doivent l'avoir abandonné. Kabane se détache de la chaîne de Shiki, se blessant au passage, tout en lui disant qu'il n'a pas été abandonné, ce qui semble être l'hymne de Kabane à ce stade. La blessure de Kabane guérit instantanément et il s'éloigne. Le lendemain, Inugami se précipite vers un travail et emmène tous les enfants avec lui. Ils arrivent sur les lieux du crime et la police les laisse tous entrer avec son spécialiste. La salle de crime est scellée et Inugami remarque que 2 enfants sont assis dans un coin, les effrayés. Il retire le ruban pour examiner la scène de crime et demande aux enfants de faire de même. Il remarque 3 corps allongés dans la pièce, couverts d'insectes. Inugami explique que les insectes s'appellent des senshitsu et qu'ils ont un plat préféré sur lequel ils aiment se nourrir, et que ce plat doit se trouver dans la pièce. Il fait remarquer que, s'il sort le plat, les insectes partiront, mais les chances de sauver les personnes sont de 50-50. La police explique qu'un de leurs membres est entré pour secourir la mère et l'enfant, mais les insectes l'ont attaqué aussi. Le policier suggère de brûler les corps pour empêcher les insectes de se propager. Un des enfants crie que les corps sont encore vivants et que sa mère ne mourrait pas comme ça. Shiki suggère étant le héros et affrontant les insectes. Il libère de la soie de sa main pour tisser une toile à l'intérieur de la pièce. Les insectes gênants commencent à se nourrir de sa soie et Inugami ferme immédiatement la porte pour empêcher les insectes de sortir. Kabine lui suggère d'être le héros et d'y aller. Le Nugami lui permet et lui conseille même de retirer l'objet au centre des l'essaim. Kabine s'avance et instantanément les insectes se dirigent vers lui, le couvrant de la tête aux pieds. Nugami explique que le paralytique injecté par les insectes ne peut pas agir sur les refroidisseurs comme Kabain, puisqu'il n'a pas de sang et que les refroidisseurs ne ressentent également aucune douleur. Kabain ramasse l'objet au centre et le soulève. Tous les insectes se dispersent immédiatement et Kabain remarque un enfant allongé dans les bras de sa mère. La police est appelée à l'intérieur et les 2 autres enfants se précipitent vers leur mère. Kabine voit la famille et se demande ce que font ses propres parents. Plus tard, Akira commente que les insectes se régalaient avec des chaussures, et un nouveau Gami répond que les insectes aimaient se régaler de la culpabilité, donc les chaussures devaient être volées. Alors l'enfant plus âgé court vers eux et les remercie. Inugami lui rend les chaussures et il lui dit de dire à son frère de ne pas voler. Le frère aîné commence son histoire triste en disant que son frère a volé les chaussures pour leur mère qui portait des chaussures usées avec des trous. Il explique qu'il a crié sur son frère à propos des chaussures, ce qui a rendu son frère vraiment coupable. Et les insectes ont ensuite attaqué son frère. Il ajoute que sa mère a alors sauté sur son frère pour le sauver, même si elle détestait aussi les insectes. Kabane demande à Inugami s'il peut rencontrer ses parents, s'il travaille pour lui. Inugami lui dit que oui, et le taquine en disant qu'il déduira ses frais de son salaire. Shiki explique également à Kabane ses pouvoirs. Il explique que sa mère était un kimono d'araignée, et c'est pourquoi sa sueur et sa salive génèrent de la soie d'araignée. Kabine dit à Shiki que leurs parents pourraient être en vie, et Shiki lui fait prendre conscience que leurs parents ne voulaient pas être responsables d'eux. Kabine lui dit qu'au moins maintenant, il sait que ses parents ne l'ont pas abandonné, et qu'il ne veut pas éteindre cet nouvel espoir. Shiki s'ennuie de tous les sentiments, se lève pour aller se coucher et demande à Kabane de venir avec lui pour lui montrer sa chambre. Plus tard, Inugami appelle une femme et lui dit qu'il prend un agneau qui a une pierre de vie avec lui. Elle lui demande s'il représente une menace et Inugami répond qu'il pourrait plutôt être leur étoile d'espoir. Merci. Nogami demande à Shiki d'emmener Kaban rencontrer Inari et, comme toujours, Shiki se plaint de cela. Inugami explique qu'Inari est un kimono de renard qui a du pouvoir au sein de la police. Avant de partir, Inugami donne également à Kaban un porte-bonheur. Pendant ce temps, Inari arrive au poste de police et toute la force policière se met en ligne pour l'accueillir.
Le chef la remercie pour toute son aide et, en récompense, Inari leur dit qu'ils peuvent sentir son arôme. Shiki, le grand frère de la bande, emmène Kabe et Akira au poste de police de Shinjuku, où le policier lui dit de s'en aller. Juste puis, une autre fille nommée Kan arrive et demande à Kabane de venir avec elle. Kan emmène Kabane rencontrer Anari. Lorsqu'ils arrivent dans la salle de réunion, Kan pousse Kabane à l'intérieur de la pièce et ferme ensuite la porte. Kabine prend place et Inari se présente. Elle commence alors à parler du passé de Kabine et commente qu'elle aimerait voir sa pierre de vie. Kabine lui tend la pierre et Inari lui demande s'il sait ce que fait la pierre. Il répond que la pierre empêche sa soif. Inari explique que les kimonos vivent des énergies produites par les humains et qu'avec une pierre de vie, les kimonos n'auront plus besoin des humains. Pawn attaque Kaibin par derrière et lui tranche la tête. Elle appelle ensuite 2 policiers à l'intérieur pour s'occuper de Kabine. L'un d'eux porte son corps tandis que l'autre met sa tête dans une mallette. Kan se porte volontaire pour porter la mallette. Elle commence à rager de manière pathétique en disant qu'Inari est comme une mère pour elle, alors elle aimerait l'aider. Inari qualifie Kan de gentille fille, et Kan devient heureuse d'entendre cela. Inari commente ensuite de manière étrange que les kimonos n'auront pas à coexister avec les humains s'ils ont une grande quantité de pierres de vie. Elle dit à Kan de livrer la tête de Kabane dans sa chambre plus tard et de s'occuper des amis de Kabane. Elle sort ensuite. À la réception, Shiki commence à devenir frustré, ce qui est son comportement habituel. Puis Kabine arrive avec une mallette à la main. Il leur dit qu'il doit livrer la mallette dans la chambre d'Inari plus tard. Shiki se moque de lui en lui demandant si Inari, la vieille femme, l'a appâté avec quelque chose. Kabine devient furieux en entendant cela, et son visage se transforme soudainement en renard. Shiki et Akira paniquent à ce sujet, et Kabane réalise qu'il s'est accidentellement transformé en renard. Le visage du renard disparaît et Kan apparaît à la place. Elle commente qu'elle devra les tuer tous les deux maintenant. Kan saute en arrière vers la balustrade, plus comme un singe que comme un renard, et lance une boule de feu sur Shiki et Akira avec sa queue. Elle continue de leur lancer des boules de feu et il s'enfuit pour les éviter. Elle leur dit que tout le monde qui entre dans le bâtiment est captivé par Inari, ce qui fait qu'il ne remarque aucun feu. Shiki, qui n'est jamais du genre à reculer, commente qu'il déteste vraiment la vieille dame à cause de toutes ses illusions. Kong s'énerve à nouveau et leur lance des boules de feu avec sa queue. Shiki entre dans une fuite pour éviter les balles une fois de plus. Shiki utilise sa soie pour tirer le canapé et d'autres meubles vers lui afin de construire un fort. Il utilise ensuite sa soie pour tirer la mallette de Kan vers lui. Il ouvre la mallette pour voir le visage de Kabin allongé là, sans souci. Kaira s'évanouit en voyant cela tandis que Shiki est choqué. Kan, avec ses problèmes avec sa mère, est de nouveau déclenché en pensant qu'Inari ne l'appellera plus une bonne fille depuis qu'elle a perdu la mallette. Son visage se transforme en renard et elle se jette vers l'endroit où Shiki et Akira se cachent. Quand elle ne les trouve pas, elle commence à devenir folle. Shiki emmène Akira et Kabine à l'étage supérieur. Tabin demande de manière inquiétante à Shiki de lui lancer sa tête sur Kan et qu'il s'occupera d'elle. 2 jours à Tokyo et le garçon a déjà le risque. Shiki n'est pas convaincu, mais se rappelle alors que peut-être Kabine peut le faire après tout. Il s'approche de Kan avec Kabin à la main. Kan lui crie de lui rendre Kabin et il lance Kabin comme un ballon de football vers elle. Kabin la mord à l'épaule et Kan tombe au sol comme une diva. Il prend Kabarine et remarque que le feu autour d'eux a disparu. Il réalise que le feu pouvait être une illusion, mais ensuite il remarque une brûlure sur sa main. Kabarine se ressuscite à mort. Shiki, de nombreuses mains tendent son manteau à Kabin et ils se frappent les poings pour célébrer leur victoire. Tous les trois se dirigent vers un Nougami qui leur dit qu'il s'attendait à ce que quelque chose de similaire se produise. Il demande ensuite à Kabin ce qu'il est devenu du charme qu'il lui avait donné plus tôt et Kabin répond qu'Inari l'a emporté avec elle. Même pendant qu'Inari câline de manière étrange la pierre de vie et se plaint qu'elle va en faire toute une famille, soudain, la pierre se transforme en accessoire. Juste à ce moment-là, Inari reçoit un appel d'Inugami, qui se moque d'elle en disant qu'elle n'a même pas réussi à comprendre son petit tour de transformation. Il lui dit alors qu'elle lui doit une faveur, puisqu'elle l'a trahi. Il l'avertit également que la pierre appartient uniquement à Kabe et qu'elle devra faire face à Inugami elle-même la prochaine fois. Pendant ce temps, avec les enfants, Inugami suggère d'organiser une fête de bienvenue pour Kabe. Une con blessée se fraye un chemin à travers une ruelle dans Mothers, affirmant qu'elle est une bonne fille qui doit livrer la tête à un Nari. Inugami ramène les enfants après la fête et Shiki et Akira se plaignent d'avoir trop mangé. Inugami explique à Kabane qu'il attire des clients par le biais de recherches sur le web, du bouche à oreille et d'autres méthodes similaires. Elle ajoute que la lumière du panneau de leur bureau aide également à attirer les kimonos et les humains, qui ont été renforcés par les humains. Juste à ce moment-là, un con blessé s'approche d'eux. Elle s'effondre alors sur le sol. Il l'accepte et elle engloutit toute la nourriture comme une grosse vache. Elle se jette ensuite sur Kabane pour lui prendre la tête, mais un nouveau Gami la retient. Il lui dit de descendre de la table et de nettoyer la table, car Inari le voudrait aussi, et elle suit ses instructions comme une vache bête. Juste un humain avec une odeur étrange entre dans le bureau et Inugami annonce qu'ils ont un travail. Le nouveau client, appelé Yuruno Lounge, est ivre à l'intérieur du bar et fait des commentaires en disant qu'il ne comprend pas pourquoi la moitié du bureau est un bar. Shiki explique qu'Inugami dirigeait autrefois l'agence de détective, avec un partenaire, et que le bar était l'idée du partenaire à l'époque. Il dit aussi à Kabine de ne pas poser de questions à un nouveau Gami sur le partenariat, car c'est un sujet sensible.
Yoruno commence à se plaindre de manière pathétique qu'il aime une femme mais qu'il ne sait rien d'elle. Il va ensuite aux toilettes et Akira commente qu'il aime une bonne histoire d'amour. Il taquine Shiki en disant qu'il est aussi né de l'amour entre sa mère Kimono et un père humain. Kabane, le simple d'esprit, dit alors à Yugami que s'il va avec Yorino pour en apprendre davantage sur l'amour, peut-être qu'il pourra aussi en savoir plus sur ses parents. Le père dans Yugami répond que Kabane peut avoir le dossier s'il le souhaite. Il dit à Shiki et Akira de soutenir Kabane dans cette affaire. Itakan que si elle est de Kabane dans l'affaire, elle peut avoir sa tête en récompense. Yorono accepte l'arrangement. Une souris passe devant les pieds de Yorono et il saute après la souris. Son visage se transforme en chat et il frappe la souris. Akira voit cela et se précipite aux toilettes pour vomir ses tripes. Hirono s'excuse auprès du groupe et leur dit qu'il collecte des souris pour les offrir à sa copine. Car qu'est-ce qu'une fille pourrait aimer plus que des souris? Inugami fait remarquer que Hirono est l'œuvre d'un kimono appelé Nakamata qui se transforme en un homme ou une femme séduisante pour séduire les gens. Lorsque Akira sort, Inugami lui demande de quitter la mission parce qu'il ne peut pas supporter les choses dégoûtantes. Akira commence à se plaindre faiblement qu'il est peut-être juste en train de gêner, et un nouveau Gami, une fois de plus venu à la rescousse, le réconforte en disant qu'il demandera son aide si le travail implique un monstre mignon. Yoruno emmène l'équipe dans un restaurant et leur dit que la femme qu'il aime, appelée Mal, travaille dans un établissement pour adultes, Kabe et puis Ekon. Des têtes denses commencent à se diriger vers le lieu de travail de Mao, mais le grand frère Shiki les arrête. Yoruno leur dit que l'endroit n'autorise pas les enfants et qu'ils devraient attendre Mao, car son service devrait se terminer bientôt. Juste à ce moment-là, ils aperçoivent tous un chat à l'extérieur. Shiki leur dit que c'est le Nakamata et que le chat est leur cible. La bande s'approche du chat à deux queues, Mao dans la ruelle et les capteurs se présentent. Il explique ensuite que Yoruno est tombé amoureux d'elle. Mao se transforme alors en femme et dit à Yoruno qu'il n'avait pas besoin de se donner tant de mal, puisqu'elle prévoyait de l'intégrer bientôt dans ses rangs. Un groupe de gros chalets apparaît derrière Mal et elle dit à Yoruno qu'elle va s'occuper de lui. Mal commente que les chats étaient tous des hommes qui venaient après elle, tout comme Yoruno. Elle remarque ensuite que sa séduction n'a pas dû être complète puisque Yoruno ne s'est pas transformé en chat. Donc je vais retourner la vidéo et parler du chat. Je vais 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 parler du chat. La cabane de Saint-Polton répond que ce n'est pas Ri, mais plutôt l'œuf. Mal rit de cela et juste à ce moment-là, Kan saute d'en haut. Elle attrape Mal et l'emmène vers Yoruno. Elle demande à Yoruno d'énoncer ses conditions. Yoruno commence à pleurer, mais son visage se transforme soudainement en chat. Il montre à Mao son sac et lui dit qu'il a apporté des souris pour elle. Il commence alors son histoire triste en disant qu'il était un solitaire pathétique avant de rencontrer Mao, et qu'il n'a aucun attachement à sa vie d'humain. Il ajoute que Mao est un rayon de lumière pour lui, et qu'il n'a aucun problème à se transformer en chat pour vivre avec Mao. Mao et Kabane sont tous deux surpris d'entendre cela. Ils laissent les tourtereaux et retournent à leur bureau, et Yugami demande à Kan de fermer les yeux. Il transforme ensuite une orange pour qu'elle ressemble à la tête de Kabane et la lui donne. Il s'en va ensuite avec la tête de Kabin. Le Nugami demande à Kabin ce qu'il a appris sur l'amour, et en retour, Kabin lui donne des mouchoirs de poche. Il dit au Nugami que l'amour est comme la lumière, et qu'un Nugami lui a appris que la vie peut avoir un sens, qui est pour lui comme la lumière. Il remarque ensuite que les gens donnent des choses bénéfiques aux autres, et il a donné des mouchoirs à Inugami pour que cela puisse lui être utile. Plus tard, Inugami informe les enfants que Yoruno s'est officiellement mis en couple avec Mao et qu'ils ont commencé à vivre ensemble. Il leur dit que d'autres chats reviendront également à l'état humain dans une semaine. Akira informe Inugami plus tard qu'il est devenu l'apprenti de Kabane. Shiki dit à Inugami que le sensei Kabane a jeté une cafard pour Akira, ce qui a inspiré Akira. Inugami dit qu'il a un travail qui consiste à enquêter sur des morts inhabituelles de travailleurs de la construction, travaillant dans la rivière Shibuya. Akira commence à hésiter, mais lorsque Kabane dit qu'il va y aller, Akira déclare qu'il ira aussi. Yugami informe ensuite Kabane que de nombreux bâtiments ont été construits sur la rivière Shibuya et que les ouvriers du bâtiment ont commencé à diviser la rivière, ce qui a peut-être mis en colère les habitants autochtones. Kabane arrive à la rivière et Akira le suit, couvert d'une combinaison de protection étant le lâche qu'il est. Comme prévu, la rivière est un peu plus qu'un 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 peu plus. Il s'attend à ce qu'il ait facilement peur alors qu'il suit Kabane à l'intérieur de l'égout de la rivière. Il dit à Kabane qu'il lui rappelle son frère jumeau et qu'il était venu chez un nouveau Gami pour le retrouver. Il continue en disant qu'il appartient à un clan féminin dans les montagnes d'Amori où les mâles naissent seulement tous les 100 ans, et que son frère s'est séparé de lui lorsqu'il fuyait le clan. Kabane lui demande s'il peut manipuler l'eau et la neige, et Akira répond qu'il peut seulement geler la surface de l'eau pour l'instant. Un crapaud au visage laid attaque Akira et le tire vers le haut. Kabane lui lance une tige et il lâche Akira. La grenouille attaque à nouveau et Tanuki apparaît soudainement. Il saute sur la grenouille, la faisant tomber dans la rivière. Tanuki, qui est en réalité Yugami sous forme animale, donne une bouteille de sang et une lettre à Kabane, indiquant que les habitants indigènes sont des kimonos grenouilles qui ont mal tourné et doivent être tués maintenant. Le Kira déclare qu'il aidera Kabane et ne reculera pas. Il verse le sang dans le courant de la rivière et un groupe de grenouilles saute pour les attaquer. Kaba et Ntaniki les combattent, tandis que le Wimpa Kira est simplement effrayé. Il se souvient que son frère lui avait dit qu'il était faible, tandis que lui-même était fort et que les forts devaient protéger les faibles. Un Kira crie alors qu'il veut pour aider Kabane, et il libère ses pouvoirs. Tout autour de lui se fige, y compris l'eau et les grenouilles, ce à quoi Kabane lui fait des compliments. Pendant ce temps, un vieux kimono de grenouille remercie Tanaki de s'être débarrassé des kimonos renégats et lui dit que leurs âmes peuvent maintenant reposer en paix.
Kabain balaye le couloir quand il se rappelle qu'un nouveau Gomi lui avait dit de ne jamais ouvrir la porte au bout du couloir. Il atteint la porte juste à ce moment-là. Une main se tend et la tire à l'intérieur. Quand un nouveau Gomi entend de Shiki et Akira que Kabain a disparu, il se précipite dans le couloir. Il entre dans le magasin et aperçoit Kabain servant un homme nommé Mihai. Il gronde à nouveau Gomi à ce sujet. Parler de la recherche d'une femme de ménage comme Kabain plutôt. Mihai se présente aux enfants comme le vampire qui travaille ici et qui veille sur leur bureau. Il ordonne ensuite à Kabain d'être son serveur et Kabain accepte. Et Yugami emmène tous les enfants dehors et leur dit que les vampires... Mihai a des kimonos supérieurs qui possèdent des connaissances et des capacités physiques surhumaines. Il leur dit qu'il avait invité Mihai dans son bureau après s'être ennuyé d'apprendre sur tout et que Mihai s'occupe du site web du bureau et protège également leurs données téléphoniques contre le piratage par Inari, le pervers. Shikia se fâche contre Mihai pour traiter Kaban comme un esclave et il lui fait des reproches, ce qui est sa norme habituelle. Mihai dit à Shiki que s'il peut gagner contre lui au bras de fer, il laissera Kaban partir. Mihai bat Shiki instantanément, et Kaban lui demande de lutter contre lui. Il bat aussi Kaban et Anugabi, leur dit que Mihai ne fait que jouer avec eux, puisqu'il a une force brute. Kaban se demande comment il peut devenir fort comme Mihai, et comment il peut protéger ses amis. Juste à ce moment-là, Kan tombe de l'arbre. Elle commence à parler sans but de ses problèmes avec sa mère, et dit à Kamlerheim que lorsqu'elle avait emporté la tête de Kaverheim à Inari, il y avait déjà un autre kimono kitsune là-bas. Sur la suggestion de Kabain, ils se battent tous les deux, et Kabain lui donne un coup de poing en visage à la fin. Kan commence à se plaindre pour la 100e fois qu'elle est affaiblie, qu'il n'est pas étonnant qu'Inari la déteste. Puis, elle commence à pleurer bruyamment, et Simpleton Kabanet lui tient la main. Murai s'approche d'Inugami, il lui dit qu'il ne peut pas jouer à son jeu puisque Kabanet s'est cassé le poignet, ce qui prendra une semaine à guérir. Il va sur l'ordinateur portable d'Inugami et accepte un travail en son nom pour embêter les enfants. Elle lui demande alors en Ugami de venir dans sa chambre pour qu'il puisse lui expliquer son plan. Pendant ce temps, Kaban réveille Kan et lui dit qu'elle n'a pas besoin de retourner à Inari et que leur père en Ugami peut l'accueillir. Elle lui répond qu'une enfant comme elle ne peut pas vivre avec un Tanuki comme en Ugami et qu'elle préfère vivre avec Kaban à la place. Tokyo Riz semble finalement fonctionner. Kabin dit à Kan qu'il reviendra vers elle après avoir fait une tâche. Il retourne ensuite au bureau. Au bureau, Shiki lui dit qu'ils ont un nouveau travail tout en commentant qu'il veut essayer quelque chose de nouveau. Shiki prépare un dispositif avec un chauffage et des lumières pour rendre l'endroit chaud. Alors qu'il transpire à grosses gouttes, Shiki se transforme soudainement en chauffage lui-même. Il commente qu'il avait vu sur internet que certains insectes peuvent imiter les objets qui les entourent et il voulait essayer d'utiliser sa soie. Mihai informe ensuite la bande de leur mission, qui consiste à récupérer des informations sur une entreprise où 16 travailleurs se sont suicidés l'année dernière, mais le nombre a mystérieusement chuté à 0 cette année. Pendant ce temps, Inugami est enfermé dans la chambre de Mihai et ne peut pas sortir. Kabin et Akira se faufilent à l'intérieur du bâtiment de l'entreprise où ils restent en attente pendant que Shiki prend les devants. Il utilise sa soie pour ouvrir le loquet de la fenêtre, puis entre discrètement en utilisant son camouflage. Mihai désigne également une voiture jouet transparente télécommandée à Shiki comme son partenaire. Shiki remarque une lumière et jette un coup d'œil à l'intérieur de la pièce pour voir des rangées de pneus et des employés travaillant sur quelque chose. Juste à ce moment-là, un employé sort en courant et une dame appelée la responsable Kaga l'arrête. Elle lui dit de lui faire part de ses problèmes et l'emmène dans son bureau. Il suit le couple et le responsable emmène l'employé dans un bureau de conseil. Elle allume la lumière et une grosse mouche LED saute soudainement sur l'employé. La grosse mouche aspire le cerveau de l'employé et celui-ci s'effondre par terre. La grosse mouche se transforme alors en femme, et une autre femme appelée Momoka Wines qui n'a pas pris une gorgée de la journée. Le directeur Kaga leur demande à toutes les deux de rédiger le rapport habituel pour le PDG, et Momoka suggère d'aspirer aussi le cerveau inutile du PDG. Quelqu'un doit dire à Momoka de se calmer. Kaga leur dit qu'ils ont besoin que le PDG serve de façade. L'employé se lève alors et retourne d'où il vient. Nihai se rend à la réserve où un nouveau bonbon gélifié est enfermé et demande à un nouveau bonbon gélifié s'il sait quelque chose sur des kimonos de moustiques vampires. Nogami lui dit que les kanambas sont des kimonos de moustiques qui se nourrissent de sang, de cerveau et d'autres organes. Il se cache dans les feuilles hautes chez Nogami et mente ensuite aux enfants en disant que les kanambas ne se nourrissent d'aucun sang ni d'organes, donc les enfants devraient les laisser mentir. Il commente que la raison pour laquelle les suicides des travailleurs ont diminué est que leurs cerveaux ont été aspirés, donc ils ne pouvaient plus penser. Taban suggère d'éliminer les 3 moustiques, tandis que Shiki soutient qu'il devrait se retirer pour l'instant et revenir après avoir élaboré un plan au sein du Gami. Taban acquiesce et Shiki commence à faire demi-tour. Le haut placé s'énerve contre le comportement prudent de Shiki et décide de s'immiscer inutilement. Il utilise sa voiture télécommandée pour faire du bruit, et les Kenembas sortent en entendant le bruit. La grosse dame moustique repère la voiture en premier et la cache des autres. Les Kenemba décident d'explorer le bâtiment pour trouver quelque chose de suspect et se dirigent dans différentes directions. Shiki commence à paniquer et juste à ce moment-là, la grosse dame moustique le repère. Elle lui dit qu'elle n'a pas d'autre choix que de le tuer. Elle l'attaque, mais la voiture de Mihai fonce vers elle et l'électrocute. Elle s'effondre et Mihai remarque que Shiki est toujours en train de paniquer et ne bouge pas de sa place. Il réalise que Shiki... Il doit avoir une sorte de traumatisme passé. Shiki se souvient d'avoir marché avec sa mère quand il était enfant, mais il ne se souvient pas comment ils se sont séparés.
Il pense que quelque chose de terrifiant a dû se passer s'il ne peut pas s'en souvenir, et qu'au fond de lui, il a peur des choses effrayantes. Mihai dit à Kaban et Akira que Shiki est en danger. Ils se précipitent pour le trouver et croisent Momoka à l'entrée du sous-sol. Pendant ce temps, Shiki est pathétiquement paralysé par la peur. Mihai lui dit que les moustiques ont un paralytique dans leur salive qui engourdit la personne et qu'une personne ne peut rien sentir même si son organe ou son sang est aspiré. Le gros moustique commence à se lever, et une fois de plus, Shiki essaye de se déplacer, mais il échoue. Kabin tire Momoka par les cheveux comme un vrai champion et appelle Shiki. Il demande à Shiki s'il va bien, puis commande que Shiki peut facilement battre le Komono puisqu'il a battu El Gère. Le Hai commence à pimenter le tout en disant à Shiki Kabin se sentira dégoûté et plein de pitié en voyant Shiki se recroqueviller comme un lâche. Shiki reprend ses esprits et frappe la voiture jouet pour faire chier Miyaya. Il commence à saigner et sa peur s'estompe. Le gros moustique lait se jette sur Shiki, mais il esquive l'attaque et disparaît. Encore une fois. Le moustique se tourne sur sa sensibilité à détecter Shiki et elle commence à le détecter partout autour d'elle. Shiki commente qu'il sait que les moustiques peuvent détecter la sueur pour les mener à leur proie. Le moustique commence à attaquer au hasard par frustration et finit par se retrouver coincé dans une toile de soie faite par Shiki, l'homme araignée. Shiki apparaît alors au-dessus d'elle et saute sur sa tête. Il donne un coup de pied à la vilaine. Fatsuo et elle s'évanouissent. Shiki se souvient qu'Enogami lui avait dit un jour qu'il avait trouvé quelque chose sur ses parents. Mais Shiki avait simplement évité le sujet. Il se demande s'il est prêt pour cette conversation maintenant. Kabane et Akira s'approchent de Shiki. Et Shiki montre ses pouvoirs inexistants. Il attache Momoka avec sa soie et le groupe discute de la suite à donner. Kabin propose de s'en prendre à Kamuga et Shiki est d'accord avec lui. Juste à ce moment-là, Kamuga s'approche d'eux. Elle s'excuse auprès des enfants et leur demande s'ils peuvent simplement partir. S'éloigne sans révéler le secret à quiconque. Kabin lui dit que c'est son travail de l'arrêter. Elle se tourne alors vers ses sœurs moustiques et aspire le cerveau des grosses dames moustiques. Pas qu'elle en était en départ. Elle se tourne vers Momoka et aspire tranquillement, elle aussi. Kaga commente que ses sœurs étaient gâtées et qu'elle ne va pas laisser des enfants prendre sa réserve de nourriture. Elle se transforme alors en un gros moustique laid et massif. Elle s'approche du groupe et Tiki lui lance de la soie. Dodges. Kaban court vers elle et essaye d'attaquer ses points vitaux, mais elle l'attrape à la place. Il lutte pour se libérer et elle le transperce avec son antenne. Shiki lui lance de la soie à nouveau et elle le repousse d'un coup de pied. Akira se jette sur elle et essaye d'utiliser ses pouvoirs de congélation. L'idiot réalise en cours de route qu'il ne peut pas geler Kaga sans eau, et Kaga le repousse également. Shiki et Akira s'effondrent tous les deux sur le sol. Kabin comprend que si Kaga le bat aussi, elle s'en prendra à Shiki et Akira, et les tuera tous les deux. Il lutte pour s'éloigner d'elle et se casse même le bras. Le Hai décide alors de lui prodiguer quelques mots de sagesse. L'essence et Kabine reprennent alors leur état normal. Mihai libère Inugami et le père Inugami dit à Kabine de se retirer et de laisser Inari gérer la situation puisqu'il n'était là que pour enquêter. Mais Kid Kitsune, appelé Nabomaru, s'approche de Kabine à ce moment-là et lui dit qu'il travaille pour Inari. Mamaru touche Kariga et elle se réduit en cendres. Il dit à Kaban qu'il ne peut laisser aucune preuve derrière lui. Il brûle ensuite les deux autres sœurs en cendres également et dit à Kaban que les travailleurs seront aidés par elle aussi. Il dit à Kabin d'emmener Shiki car il semble avoir trop utilisé ses pouvoirs. Pendant ce temps, Kabin réveille Akira, tandis que Nabimaru remarque la voiture de Mihai. Il chuchote à Kabin de faire attention à Inari, car elle n'a pas encore abandonné ce pierre de vie. Kabin demande à Nabimaru pourquoi, au revoir, il lui dirait une telle chose, et Nabimaru lui dit qu'il n'aime pas Inari. Kabin accepte de garder cela secret et ramène ensuite Shiki au bureau. Mihai dit à Kabin et Akira qu'il leur a menti sur le fait que la mission était facile, intentionnellement, puis les manipule en disant qu'il a menti pour les rendre plus forts. Les Nogami complimentent les enfants en disant qu'ils ont bien travaillé et avertissent Mihai de ne rien faire d'autre. S'immiscer à nouveau avec les enfants. Il demande ensuite aux enfants d'aller prendre un bain et les enfants s'en vont. Mihai taquine à nouveau Gami car ce nouveau Gami sait comment tuer un vampire. Il peut le tuer à tout moment s'il veut. Il arrête de s'amuser avec les enfants. Le Crip est en compétition contre. À ce stade, plus tard, Kaban, qui ne peut pas dormir, se souvient des visages vaincus de Shiki et Akira. Il va vers Shiki, puis vers Akira et écoute leurs battements de cœur pour s'assurer qu'ils sont en vie. Le lendemain, l'incident apparaît dans les nouvelles, tandis que Kaban suit Shiki partout comme un chiot. Shiki se fâche contre Kabin, et Akira lui dit de faire preuve de compréhension envers Kabin car il s'inquiète seulement pour lui. Kabin se souvient alors qu'il avait laissé Kan l'attendre et court pour la rejoindre. Il lui parle de la mission et admet qu'il l'avait oubliée. Kan est triste d'entendre cela, et plusieurs carpe-koi tombent du jeune près d'elle. Elle dit à Kabin qu'elle avait attrapé les poissons. Mangeaient ensemble avec lui, mais ils étaient devenus pourris. Nabimaru regarde la scène de loin. Il commente qu'il avait même averti Kan d'être prudent et qu'ils étaient tous des fox Kamono à la fin.
Shiki s'approche d'Inugami et lui demande des nouvelles de ses parents. Inugami emmène les enfants au lieu de naissance de Shiki. Shiki dit à tout le monde qu'il vivait avec son oncle avant de venir chez Inugami. Et avant cela, il vivait avec sa mère appelée Kumi dans la région. Ils atteignent le lieu de naissance de Shiki, et un Nugami s'éloigne pour chercher une auberge. Le Kira cherche un souvenir dans une boutique, et Kabe remarque un livre avec une histoire folklorique intitulée Nishikaguma. Il la lit à voix haute. Il était une fois un garçon nommé Shige qui trouva une araignée dans sa chambre. Il donna toute la nourriture qu'il avait à l'araignée, et quand il se réveilla le lendemain, il trouva de la soie dorée dans sa cabane, qu'il vendit au marché et devint riche grâce à cela. Le Nugami s'approche d'eux avec l'oncle de Shiki, appelé Akio. Kill se plaint à Shiki de ne pas lui écrire souvent. Alors qu'il traverse la forêt, Shiki entend une voix de femme appeler son nom. Il l'ignore comme le cerveau idiot qu'il est, mais Kill se présente plus tard comme le frère du père de Shiki. Il dit au groupe qu'il y a longtemps, lui et son frère étaient dans la forêt pour rechercher le conte folklorique de Nishikigumo. Il tombe sur la mère de Shiki. Le Nugami prend Kabin d'une manière Kira afin que Shiki puisse parler seul avec Akio. Les enfants mangent de la glace en attendant Shiki et Kabin commente que le grand frère Shiki ira bien. Juste à ce moment-là, Shiki s'approche d'eux et demande à voir de la glace comme le cerf. Chaleur de glouton. Akira, qui n'hésite jamais, demande à Shiki ce qui se passe avec ses parents et Shiki leur dit que ses deux parents sont décédés. Il leur explique que son père est mort avant sa naissance, tandis que sa mère est décédée quand il avait 5 ans, laissant Shiki avec un traumatisme car il a dû voir Krumi mourir de près. Il dit au groupe qu'il s'attendait à... Là et cela, un poids a été levé de ses petites épaules après avoir appris la vérité. Kaban dit à Shiki qu'il agit de manière inhabituellement joyeuse, et Akira dit à Kaban de ne pas souligner de telles choses, puisque Shiki fait bonne figure pour eux. Shiki raconte à Yugami qu'il a laissé Akio au bord de la rivière, et qu'il avait l'air sur le point de pleurer. Les enfants prennent un bain. Plus tard, Nabimaru, le pro du stalking, les rejoint. Il se présente, puis enlève ses écouteurs et sa serviette. Ses oreilles et sa queue d'ornard apparaissent, et il dit au gamin qu'il est le plus bas des enfants, puisqu'il ne peut même pas cacher ses oreilles et sa queue. Kabin, étant le solitaire, dit à Nabimaru qu'il ne semblait pas être le plus bas, et Nabimaru sourit à cette comète. Nabimaru propose au groupe de sortir et d'explorer la région locale, car tout le monde semble être de mauvaise humeur. Ils vont ensuite voir les lucioles, et Kabin remercie Nabimaru pour l'idée, car lui aussi ne savait pas comment remonter le moral du groupe. Shiki remarque un arbre au look hanté et a un flashback où il se souvenait qu'il avait l'habitude de courir près de l'arbre quand elle était enfant. Il se souvient comment il courait à travers la forêt pour suivre sa mère en secret et attendait que sa maman revienne de chez Akio. Il se rappelle du chemin et court à travers la forêt comme un fou, guidé par ses souvenirs. Il se souvient alors qu'une fois, sa mère est rentrée tard. Alors il a couru jusqu'à son lieu de travail et l'a trouvée attachée dans une expérience avec des seringues et des tubes à essai éparpillés autour d'elle. Shiki atteint le même lieu de travail et tombe à genoux en se remémorant toutes les horreurs qu'il a vécues enfant. Nabomaru remarque une seringue posée dans l'entrepôt vide et commente qu'elle pourrait être liée à un incident de kimono qui s'est produit dans le passé. Nabemaru explique alors qu'il y a longtemps, un type spécial de soie curative est devenu populaire sur le marché humain, pouvant être tissé dans les organes et même remplacer des cellules, et Kinari y a mis un terme. Il explique que la soie a été créée par un humain en utilisant le pouvoir d'un kimono, et Kinari ne voulait pas que l'existence des kimonos soit connue du public. Elle a donc interdit la soie dorée et a mis sur liste noire une personne appelée Akio pour sa production. Pendant ce temps, Inugami rend visite à la maison d'Akio, où vit avec lui une petite fille nommée Aya. Akio demande à Shiki de sortir pour avoir une conversation d'adulte avec lui. Shiki se souvient avoir vu sa mère dans beaucoup de douleur et que quelqu'un lui avait alors frappé la tête, ce qui l'avait rendu inconscient. Il se rappelle ensuite s'être réveillé chez Akio, qui lui a dit que la mère de Shiki était malade mais qu'elle ne pouvait pas être soignée dans un hôpital humain. Il se souvient qu'Akio lui a dit que sa mère reviendrait bientôt, et il se rappelle avoir attendu chaque jour le retour de sa mère jusqu'à ce qu'il cesse de demander à Akio des nouvelles d'elle. Shiki se lève alors et demande à Nobumaru de partager toutes ces informations avec lui. Shiki décide ensuite qu'il tuera Akio et son petit frère Kabain lui dit qu'il le soutiendra. Nugami dit à Akio qu'il était celui qui empêchait la commercialisation de sa soie dorée par Inari. Akio commence à se plaindre de manière pathétique que la soie dorée a révolutionné la médecine, et Nugami réalise qu'Akio ne ressent aucune culpabilité pour ce qu'il a fait. Il demande à Akio comment il a développé la soie dorée. Kyo raconte son histoire désespérée de perdant où, après avoir rencontré Kumi, lui et son frère ont découvert que le conte de Nishikogumo était une réalité vraie. Et quand le père de Shiki est mort, Kumi est venu lui demander de l'aide pour soigner le rhume de Shiki. Il dit à un Nugami que Kumi voulait que Shiki soit élevée dans le monde humain et qu'il avait fait un arrangement avec elle, comme le perdant qu'il était, que si elle l'aidait dans son travail, il élèverait Shiki dans le monde humain. Il se souvient alors que pour créer un mutant capable de produire la soie dorée, il a fait en sorte que Kimi soit frappé par toutes sortes de créatures jusqu'à ce qu'il réussisse enfin. Shiki, écoutant toute l'histoire à travers le nouveau téléphone de Gami, arrive sur les lieux et tire Kyo dans l'arbre avec sa soie. Il promet ensuite de le tuer sans lui faire trop de souffrance. Akio essaye de se défendre, mais Shiki lui dit de se taire. Akio demande en Yugami comment il a pu permettre aux enfants de tuer quelqu'un. Juste à ce moment-là, Akio arrive sur les lieux. Il se plaint d'avoir été laissé pour compte et qu'il avait peur dans le noir.
un kimono surgit derrière Akira pour l'attaquer, et le père d'Ugami tire instantanément sur le kimono. Le kimono ne recule pas et attaque à nous. Inugami le bloque, et le Komono mord son bras dans le processus, l'infectant avec du venin. Un autre Komono attaque Inugami et son arme disparaît, alors que le venin commence à se propager. Un Komono se précipite vers lui et l'entraîne avec Kira. De nombreux autres kimonos commencent à apparaître autour d'eux et Kaban se demande s'il s'agit des kimonos de la forêt. Akio, le désespéré, leur dit que les kimonos sont les frères et sœurs de Shiki, nés pendant l'expérimentation avec sa mère. Un kimono coupe la soie d'Akio et Akio dit au groupe que les kimonos possèdent une intelligence et peuvent même prononcer quelques mots qu'ils ont appris de Kumi. Les kimonos commencent à prononcer des mots un par un, disant qu'ils aiment Shiki et lui demandent de vivre plus longtemps. Shiki se souvient de ses bains avec sa mère, de ses nuits à ses côtés et de ses paroles lui disant qu'elle l'aimait. Les kimonos continuent de chanter de manière inquiétante qu'ils l'aiment et Shiki craque. Il tombe à genoux et commence à pleurer comme un pleurnichard. Nabomaru remarque que Shiki a perdu le Wilta Kilikiyo et il suggère à Kavin de s'occuper de la situation à la place. Kavin lui dit de se taire. Ses cheveux sont devenus rouges et il demande à son grand frère Shiki s'il peut faire quelque chose pour lui. Shiki lui demande de l'aider et Kaban se met en action. Un kimono leur saute dessus et Kaban l'envoie dans l'oubli. Pendant ce temps, un groupe de kimonos entoure un Ukami et Akira. Akira gèle le bras d'un Ukami à sa demande. Et juste à ce moment-là, Aya s'approche des kimonos. Elle leur dit d'arrêter leur attaque et ils reculent. Et Nugami lui demande qui elle est et elle lui dit de la suivre. Deux kimonos attaquent Kaban et Kaban, étant le tueur professionnel qu'il est, les abat instantanément. Il dit à Akio qu'il ne veut que le tuer. Un gigantesque kimono arrive chez Kabin, mais il s'attaque au bras du kimono et lui plante un couteau dans l'œil. Le kimono tombe et Nabumaru demande à Kabin de l'aider aussi. Kabin lui dit de se débrouiller tout seul et Nabumaru met le feu au kimono autour de lui. Puis jette sa chemise à Shiki et lui demande de la tenir. Shiki se plaint pour la 100e fois et dit à Kabin de détruire tout ce qu'Akio a construit. Kabin se précipite alors sur tous les kimonos pour les attaquer. Même pendant qu'Aya emmène un Nugami et Akira à une source et demande à un Nugami de plonger sa main dans l'eau, le Nugami plonge sa main dans l'eau et son venin disparaît. Aya dit à un Nugami que la source a des effets détoxifiants et que les Kitsune viennent souvent ici pour guérir leurs blessures. Elle leur dit ensuite qu'elle a besoin de leur aide et leur demande de ne pas tuer Akio. Il dit à une nouvelle Gami qu'elle doit demander quelque chose à Akio. Kabin termine tous les kimonos et jette Akio aux pieds de Shiki comme un gangster badass. Il dit à Shiki que s'il ne peut pas le tuer, alors il le fera lui-même. Il lui dit qu'il a réalisé que tuer Akio ne ramènera pas sa famille et qu'il veut seulement retrouver sa mère décédée. Aya s'approche d'eux et Akio commence à devenir frénétique en la voyant. Elle dit à Akio qu'il est une honte et lui demande où il a caché son cocon. Akio lui dit plutôt de convaincre les autres de ne pas le tuer, sinon il ne révélera pas où se trouve le cocon. Mabamaru suggère que peut-être Aya est la fille d'Aoki, mais Shiki n'y croit pas. Il se rappelle que les réalisations de la vie d'Aoki étaient toujours ses résultats de recherche, et qu'il voulait seulement laisser la recherche derrière lui. Shiki... Il réalise qu'il pourrait savoir qui est Aya, et Aya leur dit qu'elle ne peut pas révéler son identité tant qu'elle n'a pas trouvé son cocon. Inugami suggère de l'aider à trouver le cocon. Il appelle Mihai et lui demande quels endroits Akio avait l'habitude de fréquenter selon ses données. Mihai leur dit qu'Akio avait l'habitude de visiter fréquemment 4 endroits seulement, y compris sa maison. La caisse de crédit, la maison de son frère et une source chaude étaient également leurs choux puants. Shiki, qui semble se souvenir de tout comme par magie, se rappelle maintenant que les choux étaient les fleurs préférées de sa mère. Ayer s'enfuit vers la montagne en entendant cela, et Shiki court après elle. Akio crie pathétiquement à Ayer de ne pas y aller. Ayer atteint la source et Shiki, la suivant, lui dit de ne pas sauter, sinon elle se noiera. Grand frère, il saute dans le printemps. Il plonge profondément dans l'eau et nage jusqu'à la fin, où il trouve sa mère enveloppée dans un cocon. Un kimono s'approche de lui dans l'eau. Il vainc le kimono, puis nage vers le haut. Il demande à Aya si sa mère est vivante, et Aya confirme que oui. Aya se présente alors comme la toile dorée. Ils emmènent tous les deux leur mère comme dans Yugami, et les autres s'approchent d'eux. Akio commence à se plaindre qu'il a gardé Kumi en vie comme assurance pour Ai, et qu'à cause de Ai en tant que soie dorée, Kumi n'a même pas vieilli. Akio commence à se lamenter de manière pathétique à propos de la soie dorée à nouveau, et Shiki le frappe. Shiki demande alors à Inugami d'emmener sa mère dans un endroit sûr. Kabain demande à Shiki s'il est sûr de laisser Akio seul, et Shiki répond qu'il sait qu'Akio ne pourrait pas partir en paix sans sa recherche ou sans aucune réalisation. Shiki entraîne Aya avec lui, et ils mettent leur mère dans la voiture d'Inugami. Kabin remarque que Nabomaru est parti, et un nouveau Gami annonce qu'ils vont maintenant se diriger vers Tokyo. L'Akio désespéré se plaint qu'il peut repartir à zéro avec un nouveau kimono. Nabomaru s'approche de lui et lui dit qu'il ne l'avait laissé partir auparavant que par bonté. Il montre son vrai visage de renard en kimono et attaque Akio. Pendant ce temps, Inugami emmène tout le monde dans une clinique et dit à la réceptionniste qu'il a un cas urgent spécial en kimono. Une vieille dame appelée Granny Ohana ouvre la porte et accueille Inugami. Mamie leur dit que Kumi a une raison psychologique pour laquelle elle ne se réveille pas et qu'elle va lui préparer quelque chose pour la soigner. Elle demande ensuite aux autres de dormir à la clinique à cause de la nuit avancée.
Les autres dorment pendant que grand frère Shiki reste avec sa mère. Aya vient également rendre visite à sa mère, mais elle décide qu'elle n'a pas le droit d'entrer dans la chambre. Aya se souvient qu'elle pouvait contrôler l'utilisation de sa soie quand elle avait 3 ans et que son premier travail était de guérir sa mère gravement blessée. Elle se rappelle qu'Akio avait l'habitude de la frapper beaucoup, mais qu'il ne pouvait pas se permettre de lui faire trop de mal. Il l'a gardée dans un sous-sol et lui a même donné des livres et des vêtements. Elle se souvient qu'elle avait sa mère avec elle tout le temps, qui ne se réveillait pas beaucoup, et qu'un jour, elle a découvert qu'elle avait aussi un frère. Elle se rappelle alors qu'elle souhaitait que sa mère se réveille et que son frère vienne les sauver pour qu'ils puissent tous vivre ensemble en famille. Shiki lui dit de rentrer dans la chambre et, dans le cas de la victime, Aya demande à Shiki pourquoi il ne la déteste pas, puisqu'elle est la cause de toute leur souffrance. Shiki lui répond que c'est grâce à elle que leur mère est en vie, et que pendant qu'elle se battait pour sauver leur mère, il profitait de sa vie et de son confort. Il dit ensuite à Aya de tenir la main de leur mère, et à cette atrocité, leur mère ouvre les yeux. Elle salue Aya et Shiki, et Aya saute sur elle de joie. Elle leur dit qu'ils ont tous les deux vraiment grandi. Les autres entendent le bruit et viennent aussi dans la pièce. Une semaine plus tard, Inugami dit à Kabana et Akira qu'il a un travail pour eux. Akira fait remarquer qu'il fait très calme sans Shiki, et il se rappelle que Shiki avait décidé de rester à la clinique avec sa mère jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Grand frère Shiki arrive au bureau et leur dit qu'il est de retour. Il dit à la cabane solitaire qu'il ne partira pas tant que les parents de la cabane ne seront pas retrouvés. Aya le suit à l'intérieur et Shiki leur dit qu'il doit veiller sur Aya, puisque leur mère est absente. Aya commente que l'endroit sent les garçons, même si à ce stade, cela aurait pu sentir les filles. Ayatel est une nouvelle gomme avec laquelle elle a décidé de travailler avec sa grand-mère à la clinique et d'utiliser ses pouvoirs pour guérir les gens. Shiki s'y oppose, car c'est son seul emploi, tandis que Kaban pense que c'est bien qu'elle travaille. Ayatel dit à Kaban qu'elle le trouve cool et elle lui demande de sortir avec elle. Yugami Boy Cabin accepte immédiatement et le grand frère Shiki s'évanouit sur place. Kan arrive sur les lieux et demande à Cabin de se battre contre elle. Le Nugami les interrompt et leur parle de leur prochain travail. Il les informe que dernièrement, dans la rue Harajuku, beaucoup de dames se font peler le visage en pleine lumière et que c'est probablement l'œuvre d'un kimono. Akira feint en entendant cela, tandis qu'Aya demande à Yugami s'il a contacté l'une des victimes. Elle dit à Yugami de référer les victimes à sa clinique et puis dit à Kaban qu'elle le rejoindra dans son travail puisque Shiki et Akira semblent être hors de combat. Bien jalouse de voir leur lien inexistant et leur dit qu'elle le rejoindra aussi. Elle dit à Inugami qu'elle se contentera d'observer et qu'elle n'interférera pas dans leur travail. Ils arrivent tous les trois à Harajuku Street et la police les laisse entrer sur la scène de crime. Cabine. Elle remarque un endroit d'où Kimono a envoyé son arrivée et Kan se précipite pour s'en occuper. Kabin l'avertit que Kimono s'en prend aux femmes et qu'il devrait prendre les devants. Kan lui crie de ne pas lui donner d'ordre et il s'excuse auprès d'elle. Aya conduit alors Kaban dans une autre direction, laissant Kaban, la jeune fille jalouse, derrière elle dans la frustration. Kaban se demande pourquoi son cœur se sent si tendre. Une voix invisible lui dit qu'elle comprend ce que ressent Kaban et qu'elle s'en occupera. Pendant ce temps, quelque chose d'invisible tire Zia dans les airs par les cheveux. Kabing, le héros en armure blanche, frappe l'attaquant par instinct et cela laisse Zia partir. Kabing rattrape Zia et Kan court vers eux. Un nuage noir avec des parties de visage aléatoires apparaît. Le kimono noir dit au groupe que son nom est Katanashi et qu'elle attaquait des gens pour devenir humaine. Elle explique qu'elle aimait un garçon qui travaillait dans la rue Harajuku, mais les filles l'entouraient toujours, alors elle a décidé de leur enlever leur visage pour devenir jolie comme ça. Aya dit que Katanashi doit être amoureux, sur quoi Kaban commente que d'après ce qu'il sait, l'amour ne consiste pas à enlever des choses, mais plutôt à en donner. Katanashi fait remarquer qu'il ne saurait pas ce qu'elle ressent et que sûrement Kan, le renard jaloux, le saurait. Ai demande à Kan quel est son problème et le visage de Kan se transforme en renard. Utilisant tout son cerveau inexistant, elle attaque Ai par frustration. Elle intervient entre eux et Kan finit par mordre la main de Kabin. Cependant, Kabin, étant risking, lui dit de le manger à la place, et Kan s'enfuit. Kabin et moi arrivons au bureau. Aya dit à Shiki qu'elle a fabriqué un cocon pour Katanashi afin qu'elle puisse vivre en tant qu'humaine et que Katanashi a promis de ne plus attaquer les humains. Elle embrasse les joues de Kabanet en lui disant de ne pas la tromper. Sur ce, elle retourne à la clinique tandis que Shiki la suit pour lui faire ses adieux. Kabanet. Il va vers Kan et secoue l'arbre de Kan juste à ce qu'elle tombe. Il lui demande ce qui ne va pas et remarque qu'elle pleure de manière pathétique. Il lui demande si elle est blessée, puis touche son visage pour l'empêcher de pleurer. Kan s'exclame que la douceur qu'elle ressentait est partie et que Kabin devrait toujours la toucher comme ça, si ce même sentiment revient un jour. Kabin est d'accord et Kan lui demande ce qu'elle peut faire pour devenir sa fille numéro 1. Kabin lui dit qu'il ne sait pas et qu'il lui dira s'il découvre comment. Pendant ce temps, Inugami et Kumi visitent le site commémoratif des autres enfants kimono de Kumi. Inugami dit à Kumi de créer des souvenirs avec Shiki et Aya et elle le remercie pour toute son aide. Plus tard, Kon arrive au bureau où elle et Aya se disputent à nouveau. Akira demande à Kabain qui est le numéro 1 et le simple d'esprit Kabain répond qu'il n'aime que Ugami. Le frère d'Akira appelle Yuika Lanes avec un passant dans la rue. Les amis du passant l'arrêtent et l'emmènent dans une ruelle où il lui demande de leur donner de l'argent pour le nettoyage à sec. Il demande à un gars s'il sait qui est un nouveau bonbon gélifié et lui montre même un dessin ridicule. Lorsque le gars répond qu'il ne sait pas, Yui met sa main sur la poitrine du gars et le fige.
Dans le bureau d'un nouveau bonbon gélifié, le jouet d'Akira, qu'il a nommé d'après son frère, se déchire. Ai répare le jouet pour Akira et y installe même un système d'IA pour l'amuser, ce qui est probablement la première bonne chose qu'il ait faite jusqu'à présent. Yui se souvient qu'Akira et lui jouaient dans la neige de son village et qu'Akira pleurait chaque fois qu'il se faisait mal, tandis que lui ne pleurait jamais. Il se rappelle qu'ils étaient les deux seuls garçons nés après 100 ans. Les autres femmes, appelées Yukiana, s'occupaient de tous leurs besoins pour veiller sur eux, et que leur mère était décédée, tandis que leur père était enfermé quelque part et n'avait jamais été libéré. Les prochains jours. L'expert Akira gage tous les travaux et toutes ses tâches quotidiennes. Shiki lui crie dessus et lui dit de ne rien faire. Kaban dit à Akira que ça ne le dérange pas qu'Akira soit un maladroit inutile, puisqu'il a toujours été comme ça. Akira écrit une note d'adieu à tous les deux. Enfuit du bureau. Il emporte son jouet IA avec lui et se dit qu'il va chercher son frère. Le jouet IA suggère à Akira de dormir à l'aéroport et juste à ce moment-là, Yui passe à côté de lui dans la rue. Yui s'arrête et Akira remarque que c'est son frère. Dans le passé, Akira et Yui trouvent quelque chose, le sac de quelqu'un, et regardent à l'intérieur pour découvrir des magazines et d'autres accessoires. Ils lisent le magazine et découvrent Tokyo. Yui dit à Akira qu'ils iront un jour à Tokyo pour s'éloigner de leur village. Il lui dit aussi qu'il a entendu parler d'un kimonoïsque appelé Nugami, et qu'ils iront peut-être le voir aussi. Dans le présent, Akira informe Yui qu'il s'est échappé du bureau d'un Nugami. Avec son argent restant, Akira achète une crêpe pour Yui, car Yui aime les choses sucrées, et Yui, le frère le plus gentil du monde, dit à Akira de manger la crêpe lui-même. Il dit ensuite à Akira qu'ils doivent chercher un endroit où vivre. Shiki et Kabin terminent tout le travail. Inugami montre à Kabin les notes laissées par Akira, et demande à Kabin s'il pense vraiment qu'Akira ne voit rien. Kabin lui dit qu'il le pense et qu'il ne se soucie pas qu'Akira soit inutile. Et Yugami décide alors de laisser tomber l'affaire. Shiki s'ennuie et demande à Kabin de faire quelque chose. Akira a généralement de bonnes idées sur ce qu'il faut faire, et Shiki répond qu'il est trop ennuyeux d'appeler Akira. Yui emmène Akira dans un parc et lui demande dans quel type de maison il aimerait vivre. Akira lui dit qu'il aimerait vivre dans un château de glace. Le grand frère Yui utilise alors ses pouvoirs et construit un château de glace. Le guérisseur se précipite à l'intérieur et s'émerveille de tout. Il demande à Yui d'avoir une baignoire, un lit et un chandelier aussi. Il commence alors à prendre des photos du château pour mettre à jour ses réseaux sociaux, et Yui bloque son téléphone. La drama queen dit à Yui qu'il va mourir s'il ne met pas à jour ses réseaux sociaux. Yui l'ignore et lui dit qu'il construira le reste des choses après avoir trouvé de la nourriture pour eux. Il commence alors. Il évoque une porte gelée verrouillée et sort. Akira réalise qu'il est enfermé à l'intérieur du château. Shiki essaye de préparer un ragoût de bœuf et le brûle à la place. Kaban lui donne des conseils pour s'améliorer et Shiki se fâche contre lui pour tous ses prêches. Kaban demande à Shiki. Après qu'il soit en colère, Shiki lui dit qu'il va craquer si Kabin continue à l'importuner. Kabin sort alors acheter de la nourriture et réalise que sans Akira, il ne sait pas ce que pense Shiki. Il revient au bureau. Il dit à Shiki que l'inutile Akira avait finalement son utilité et que c'était grâce à Akira qu'il n'avait jamais eu de problème auparavant. Il admet qu'il peut gronder Akira un peu trop, alors Kaban a décidé d'aller chercher Akira. Nugami remarque qu'un château de glace devient viral sur les réseaux sociaux. Il se précipite vers le château avec Shiki et Kaban et tombe sur de nombreux journalistes rapportant des nouvelles sur le château. Il pense que Inari peut s'occuper des journalistes plus tard. Juste à ce moment-là, Yui sort du château et un journaliste lui pose une question sur le château. Étant l'animal sauvage qu'il est, Yui commence à attaquer le journaliste et Nugami lui tire dessus. Tous les reporters s'enfuient, et le groupe remarque que Yui a bloqué la balle d'Inugami avec de la glace. Kabin souligne une pierre autour du cou de Yui. Le professeur Inugami explique que la pierre est une pierre nulle qui contient le pouvoir du kimono, et que cette pierre peut être utilisée pour apporter la mort. Nugami demande alors à Yui ce qui se passe dans son village, puisque la pierre nulle ne peut pas être sortie du village de neige. Yui remercie Nugami de s'occuper d'Akira. Kabin avertit Shiki de ne pas s'engager avec Yui, car Silk et Ice ne font pas bon ménage. Kabin dit à Yui qu'ils sont des amis d'Akira et lui demande si Akira est à l'intérieur du château. Pendant ce temps, Akira regarde le château de glace tendance à travers la projection vidéo des AI Trees. Il se demande ce qui pourrait être arrivé à son frère, et les AI Toys lui disent que la température de Yui autour de son cœur est très basse, ce qui pourrait affecter ses cellules mentales et physiques. Il entre sans frapper et demande à qui Akira parle. Akira dit au jouet AI de se taire, puis suit Yui en bas. Il est alors choqué de voir Kabe et les autres figés dans la glace. Akira demande à Yui ce qu'il a fait de ses amis congelés, et Yui lui dit que, comme il ne pouvait pas laisser Akira sortir, il a congelé ses amis et les amené ici. Akira tombe à genoux, et Mère Yui lui dit qu'il va apporter de la menthe pour son estomac. Yui s'en va, et le jouet AI dit à Akira que ses amis sont toujours en vie. Akira, étant l'ampoule la plus brillante de la pièce, réalise que Kabin ne peut pas mourir en étant gelé. Un Hi-Toy dit à Akira que le reste de ses amis maintient leur température corporelle interne, ce qui explique qu'ils n'ont pas non plus péri.
Yui se souvient que dans le passé, il a été nommé chef du village et qu'il a alors appris que la pierre nulle était à l'origine de la tempête autour du village. Il se souvient que les Yuki-hana portaient toutes des vêtements devant leur visage afin que personne ne soit préféré en fonction de son apparence, mais à cause de cela, la jalousie est née, et Ennemi a commencé à s'élever parmi les femmes. Il se rappelle que la vie en tant que chef était pleine de haine et de corruption, mais à la fin de la journée, chaque fois que vous êtes dans une relation, 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 vous êtes dans une relation. Il s'est endormi en pensant qu'Akira serait là, et qu'Akira serait son salut, probablement la fois où Akira a été le plus utile. Dans le présent, Akira dit à Yui qu'il a besoin de sel pour son bain, et Yui sort pour lui apporter du sel. Yui verrouille à nouveau la porte en sortant. Naori se rend compte qu'il est le seul à pouvoir sauver ses amis. Inari arrive devant le château de glace avec Nabimaru et fait des compliments sur la beauté du château. Elle dit à Nabimaru que la pierre de Knoll se nourrit de vie, et Nabimaru remarque qu'il n'y a pas d'herbe fraîche autour du château de glace. Tanari se demande ce que pourrait faire un nouveau Gami. Pendant ce temps, Akira se demande comment il peut faire fondre ses amis. La glace semble gelée, et il est incapable de faire quoi que ce soit. Puis, la statue gelée de Kabin commence à fondre. Il continue à fondre, et soudain, il saute hors de la glace. Kabin met son pantalon et parle à Akira de la Nullstone. Akira des commentaires qu'il avait entendus sur la pierre nulle, mais il ne semble pas se souvenir de grand-chose maintenant, et Keba insiste pour qu'Akira essaye de se rappeler la pierre nulle pour l'aider à battre Yui. Akira pense que tous ses amis vont mourir s'il s'oppose à Yui. Keba s'excuse auprès d'Akira de l'avoir traité de maladroite inutile, et lui dit qu'il préfère le bureau quand Akira est avec eux. Il dit ensuite à Akira que Shiki ressent probablement la même chose. L'interrupteur d'Akira se retourne soudainement. Il dit à Kabin qu'il t'avait demandé de les geler tous parce qu'il voulait vivre seul avec toi en paix. Il jette ensuite le jouet et aille. Kabin demande à Akira pourquoi il ment. Akira lui dit qu'il a toujours ressenti cela et qu'il les déteste tous. Il revient avec le sel et Akira se met entre lui et Kabe. Akira dit à Yui qu'il en a assez du château de glace et qu'il veut maintenant un château avec vue sur l'océan. Nous jetons le sel par terre et lui et Akira sortent ensuite. Suivant les instructions des jouets AI, Kabin verse du sel sur les corps gelés d'Inugami et de Shiki. Il met ensuite le jouet dans les bras d'Inugami afin que la chaleur du jouet puisse faire fondre les statues gelées. Alors, Inari s'approche de Kabin. Elle lui dit qu'elle n'est pas venue pour sa pierre de vie et lui demande s'il va l'aider à récupérer la pierre de colline. Elle lui explique que la pierre de colline est également liée aux parents de Kabin et que cela devrait donc l'intéresser aussi. Akira marche avec Yui et lui dit que cela fait un moment qu'ils n'ont pas fait une promenade comme celle-ci. Dans le passé, Akira et Yui se promenaient dans le village et Yui demande à Akira si ses devoirs de chef sont vraiment difficiles. Il explique que Yui a toujours l'air morose et qu'il veut l'aider. Nous ne sommes jamais ceux qui reculent devant la vérité. Il dit à Akira qu'il est faible alors qu'il est fort et qu'il peut donc supporter toutes les épreuves. Il dit ensuite à Akira qu'il devrait faire la seule chose dans laquelle il excelle, c'est-à-dire garder le sourire et rester toujours pur. Akira se moque de lui en disant qu'il n'est pas pur, puisqu'il a même fait pipi au lit le matin. Il réalise qu'Akira est peut-être devenu un adulte après tout, et qu'il devrait faire quelque chose avant que les femmes du village ne découvrent qu'Akira est un adulte et essaient de le souiller comme l'ont fait avec lui. Le roi du drame, Yui, rassemble toutes les femmes et leur dit de laisser Akira quitter le village, sinon il se suicidera. Elles acceptent cela, et Yui fait ses adieux à Akira. Il dit à Akira de trouver un nouveau Gami et qu'il le rejoindra bientôt à Tokyo. Juste au moment où Akira s'en va, Yui découvre que le Yuki-onna a envoyé quelqu'un après Akira et qu'Akira ne survivra pas. Il les confronte et il le maîtrise. Il s'enfuit à l'extérieur et les Yuki-onna se lancent à sa poursuite pour l'attraper. Dans le présent, Yui sent quelqu'un s'approcher et il crée une cage de glace autour d'Akira. Nabomaru arrive sur les lieux et Yui lui lance une boule de glace. Nabomaru évite l'attaque, puis se transforme complètement en renard pour combattre Yui. Pendant ce temps, Inugami convainc Kabin d'aller aider Akira à travers le jouet Ai et lui dit qu'il veut bientôt fondre lui-même. Kabin s'enfuit vers Akira et la créature désespérée Inari commente avec malice qu'elle va montrer à Inugami comment bien utiliser les enfants. Nabomaru crée des copies de lui-même et se précipite sur Yui, mais Yui lui lance des pics de glace, décimant ses copies imposteurs. Le vrai Nabomaru court vers Yui pour l'attaquer et Yui lui lance aussi un pic de glace. Nabomaru et Yui continuent de se battre. Mais Kira appelle Yui et juste au moment où Yui se distrait, Nabomaru saute sur Yui pour s'emparer de la pierre nulle. La pierre le repousse et il recule, tandis que Han commence à se décomposer à l'endroit où il a touché la pierre. Riwi fait remarquer que la race Kitsune de Nabomaru ne peut pas bénéficier de la nature froide de la pierre. Nabimaru se retire derrière un arbre. Il réalise qu'Inari devait savoir qu'il ne peut pas toucher la pierre et commence à maudire Inari. Il pense à comment récupérer la pierre et sait qu'il l'aperçoit. Il lance des pics de glace sur Nabimaru et Nabimaru saute pour les éviter. Kabin, étant le héros local, arrive sur les lieux et pousse Nabimaru pour que l'attaque ne le touche pas. La tête de Kiras se coince dans les barres de la cage, comme le maladroit mondialement connu qu'il est. Pendant ce temps, Kabin se met dans le feu de Nabomaru et se précipite vers Yui. Il frappe Yui et Yui réalise que sa glace commence à fondre. Il attrape ensuite Yui et Yui génère des pics de glace qui font sauter Kabin en arrière. Yui utilise le pouvoir de la pierre nulle et génère une armure de glace similaire à celle de Nabomaru. Kabin attaque Yui et Yui le bloque. Pendant ce temps, Akira réalise qu'il peut utiliser le brouillard qui l'entoure pour créer de la glace.
Il crée un bloc de glace qui tombe sur la cage, et la cage se brise. Kabain et Yui continuent de se battre, et Kabain réalise que la glace de Yui est plus forte que son feu. Nabimaru dit à Kabain que s'il chauffe la flamme davantage, Kabain ne pourra pas se régénérer correctement. Lors d'une mission sur la glace, un gars demande à Nabimaru d'augmenter la chaleur du feu, juste pour un moment. Nabimaru chauffe encore plus Kabané, et Kabané se précipite à nouveau sur Yui. Il assène coup après coup à Yui, et l'armure de Yui commence à se briser. La cabine commence à s'effondrer à cause des dégâts causés par le feu, et Nabimar, le plus grand supporter sur le bord du terrain, lui crie de porter un dernier coup à Yui. Kabin se précipite vers Yui pour en finir avec lui, et c'est à ce moment-là qu'Akira se jette entre eux. Kabin finit par être brûlé et s'effondre. Yui attaille Akira vers lui et Akira remarque que les mains et le visage de Yui commencent à se fissurer. Nabimaru soulève la tête de Kaban comme si c'était la chose la plus normale à faire. Il explique à Akira que la pierre nulle prend la vie pour générer de l'énergie et qu'Akira a utilisé la pierre en échange de sa vie, donc bientôt Akira se fanera et mourra. Kaban dit à Nabimaru que Yui est le frère d'Akira, donc il ne peut pas mourir. Akira passe à l'action, ce qui est un miracle venant de lui. Il saisit la pierre et commence à la tirer vers lui. Il crie à Yui et son jumeau, et qu'en tant que jumeau, il devrait partager sa douleur et son désespoir avec lui. La pierre nulle commence à briller, et Akira commence à voir les souvenirs de Yui, lorsqu'il était poursuivi dans le village. Dans les souvenirs de Yui, Yui s'échappe du village et s'enfuit vers le sanctuaire où la pierre nulle est conservée. Il pense en lui-même que si des mâles naissent tous les 100 ans dans le village, alors cela doit être la façon de Dieu de dire au village qu'il devrait mourir. Yui supplie la pierre, nulle d'entendre ses cris. Soudain, la pierre nulle commence à briller et libère une explosion de pouvoir dans le ciel. Akira voit chaque souvenir et Kaban se précipite à ses côtés pour l'aider. Kaban, il crache sa propre pierre de vie sur la pierre nulle. Les deux pierres entrent en collision et libèrent une vague de puissance qui fait éclater le château de glace. Yui se libère de la pierre nulle et les deux pierres fusionnent pour former une nouvelle pierre. Dans notre... Hari, toujours la première à profiter de tout, arrive sur les lieux et ramasse la nouvelle pierre. Elle dit à Navamaru que la pierre de vie doit contrer le pouvoir de la Nullstone, et Nogami s'approche d'eux avec Shiki. Il dit à Hari de remettre la pierre à Kabin puisqu'elle lui appartient. Il se dispute avec lui mais ensuite remet la pierre à Kabeim. Elle s'éloigne avec Nabimaru, Yui est emmené à la clinique d'Aya, et Akira dit à Kabeim qu'il mentait en disant qu'il détestait tout le monde. Il ensuite lui dit qu'il l'aime, choquant Kabané dans l'oubli. Yui remercie plus tard Kabané de l'avoir bien battu. Il dit à Inugami qu'il s'était laissé emporter par le pouvoir de la Nullstone, et quand il s'est réveillé, tout était blanc, et le village de neige avait disparu. Kabané lui demande ce qu'il sait sur la pierre nulle. Il explique que le village de neige a été créé il y a des milliers d'années, pour probablement abriter la pierre nulle. Puis il demande à Kabin s'il connaît l'incident du kimono. Le professeur Inugami explique que les incidents du kimono font référence à une guerre entre les kimonos et les humains il y a des milliers d'années, qui a causé de nombreux morts et destructions, ce qui a poussé les kimonos à rectifier l'histoire et à changer leur mode de vie pour coexister avec les humains. Nous leur disons qu'à l'époque, des kimonos puissants imprégnaient les pierres de kimono de leur pouvoir et transmettaient la pierre à leurs descendants pour préserver l'équilibre des pouvoirs et se restreindre mutuellement. Il dit ensuite à Kabin que son père doit être un puissant chef kimono si Kabin a reçu la pierre, et un nouveau Gami discute du fait qu'ils peuvent utiliser la pierre de kimono fusionnée pour retrouver le parent de Kabin maintenant. Inari dit à Nabimaru qu'elle prévoit toujours d'obtenir à la fois la pierre et sa manière sournoise, et Nabimaru répond qu'ils ont la bonne personne pour cela, mais Kira dit à Yui de ne pas tout prendre sur elle. Culpabilité par lui-même, puisque lui-même était également partiellement responsable de tout. Quand Yui n'écoute pas, Akira le gifle et se plaint que cela le rend triste quand Yui l'empêche de faire des choses. Akira dit à Yui qu'ils seront ensemble maintenant, et Yui répond qu'ils peuvent partager les crêpes qu'Akira aime tant. Yui s'excuse alors auprès d'Akira pour tout. Nabomaru rencontre Kan et lui dit qu'Inari lui a donné une mission pour gagner Kabané et obtenir sa pierre Kamono sans utiliser la force. Akira décide de partir en voyage avec Yui, où Yui a l'intention de se réévaluer. Il fait ses adieux au groupe. Nogami prévoit également de partir en voyage à Shikoku, où il a vécu, pour trouver un indice sur la pierre Kamono, tandis que Shiki décide de rester. Kabané et Nogami mettent leurs bagages dans la voiture, juste au moment où Kabané mentionne le nom de Kan. Kan, qui n'est pas très intelligent, saute. Elle leur dit qu'elle va aussi à Shikoku. Inugami comprend qu'Inari a dû envoyer Kan pour les suivre, mais il lui permet quand même de les accompagner. Les trois d'entre eux se dirigent alors vers Shikoku. Trouvera-t-il un indice sur ses parents dans la pierre Kameno, ou Inari mettra-t-elle enfin la main sur la pierre? Partagez vos pensées ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu.